Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de Zara TV, bonjour et bienvenue sur votre émission de tous les dimanches qui démarre notamment à 8h, le seul invité. Vous êtes la bienvenue. Quelques jours après la fête de l'indépendance de notre pays, nous allons continuer notre randonnée pour parler des questions importantes d'actualité et aussi de développement. Et aujourd'hui, il sera beaucoup plus question de développement. Une année 2025 qui annonce des élections et forcément, c'est un moment où il y a beaucoup d'ambitions qui se manifestent, mais également des engagements qui n'ont peut-être rien à voir avec la politique, mais qui concourent au bien-être de notre pays. Et ce dimanche, nous avons nous avons réussi à décrocher pour vous quand même quelqu'un qui, à nos yeux, pense vraiment politique et pense développement de notre pays. Et comme à l'accoutumée, avant de le présenter, je vais introduire ma complice de tous les dimanches, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour, Carlos Kitomo. Comment allez-vous? Très bien. Comment est-ce que vous avez vécu ce long week-end de l'indépendance? C'est vrai, ça fait une semaine, hein? Oui, ça fait une semaine, effectivement. Vous étiez au pétanque, vous étiez au festival des masques, vous étiez au défilé, vous étiez où dans tout ça? Il y avait tellement de choses. Pas au défilé, pas au festival des masques, plutôt à un festival organisé au Palais des Congrès. Ah, gloire à Dieu. Ok, je suis ravi de le savoir et moi aussi, j'ai eu un week-end de l'indépendance assez rempli et ce week-end a connu une certaine intercalaire le dimanche après-midi où j'ai rencontré un monsieur que j'ai invité sur ce plateau ce matin et je vais l'introduire tout de suite. Monsieur Gansou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis plein d'énergie, donc ça va. Ah, super. Nous avons besoin des jeunes remplis d'énergie pour construire notre nation. Et je puis me permettre de dire que monsieur Credo Gansou, actuellement, il est doctorant et il étudie l'adaptation au changement climatique, des villes au changement climatique, en mettant un accent particulier sur les enfants. C'est vrai qu'il le fait en France, mais avant ça, il a fait un master en gestion de projet, un autre master relatif au climat et à l'environnement. En fait, il a 3 masters, donc c'est un jeune, il n'a pas encore la trentaine, mais avant même d'être doctorant, il a 3 masters qui, plus ou moins, s'adaptent à nos réalités ici. Et aujourd'hui, il va nous parler d'initiative qu'il a prise, une initiative qui suscite beaucoup d'interrogations. Et c'est pour que vous, nos auditeurs, nos fidèles, vous puissiez comprendre un peu le sens de cela que nous avons décidé de le recevoir pour vous ce matin. Et je vais permettre à l'entame de cette émission à ma collègue, Nasrine Fatoumbi, d'ouvrir les débats avec monsieur Gansou. Merci, Carlos Kitomo. Bonjour, monsieur Credo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Tout malgré votre agenda. Alors, il y a une semaine déjà, le dimanche 3 août, si j'ai bonne mémoire, vous avez rassemblé à la Bourse du Travail de Cotonou une centaine de jeunes, que ce soit activistes, présidents d'associations, autour du thème « Les jeunes autour d'une ambition citoyenne et d'une force unique pour le développement » pour une association qui est la Rencontre des jeunes de Cotonou. Alors, d'abord, la Rencontre des jeunes de Cotonou, qu'est-ce que c'est?
Alors, la rencontre des jeunes de Cotonou, c'est juste un espace de discussion, d'échange, de concertation que j'ai pensé dans ma tête. Et il faut dire que c'est né d'une demande des jeunes de mon quartier, tout simplement. Ils ont demandé à me voir. Moi, je suis né à Cotonou. J'ai grandi à Zongo. Toute mon adolescence, je l'ai faite là-bas. Et les jeunes ont demandé à ce que je les rencontre pour discuter. Je vous parle d'une dizaine ou d'une quinzaine de jeunes. Hein. C'est pas le nombre qu'on a eu dimanche passé du tout. Mais voilà, ça, il faut le dire. Ils ont demandé à ce que je les rencontre pour échanger, tout simplement, sur des défis. Autour du développement du Bénin ou alors, autre pas chose. du développement du Bénin. Ils veulent savoir juste... d'abord, ils voulaient mieux me connaître, parce que c'est des gens qui me connaissaient dans le quartier. J'ai grandi... Mais ça pas réellement qui est créé voilà, dans alors, pour dire vrai, ils veulent savoir tout ce que je fais aujourd'hui, parce que je fais pas mal de choses quand même, ça il faut le dire. Alors, avec réserve de prétention, hein, c'est qu'une prétention, mais je fais pas mal de choses et ils voudraient mieux me connaître. Puis échanger par la suite sur un certain nombre de sujets, comment ils pourraient mieux s'orienter, par exemple, parlant de cursus universitaire, un certain nombre de choses. Et à un moment donné, justement, je leur ai dit, il y a beaucoup de jeunes un peu partout dans le Bénin qui me posent les mêmes questions, que ce soit sur Facebook, mes réseaux sociaux. Pourquoi on ne se réunit pas? Pourquoi est-ce que, justement, je ne rassemble pas plus de personnes, toutes les personnes qui ont envie de me voir, qui ne m'ont pas vu depuis quelques mois déjà, et tous les jeunes qui me posent des questions sur les ambitions, les activités, les actions que je mène au Bénin, et qui veulent savoir. Et donc, là, j'ai mis en place très rapidement un comité d'organisation composé de 11 personnes, et que j'ai mis à la tâche, justement, qui ont restructuré correctement mon idée. Donc, ce n'était pas seulement moi, c'était toute une équipe derrière. Donc, que des jeunes, de moins de la trentaine, hein, je vous parle de, je dirais, même moins de 28 ans, qui ont travaillé d'arrache-pied, justement, pour qu'on ait ce qu'on a eu dimanche. Donc, on a parlé d'une diversité de choses, comme vous avez pu le voir. Donc, d'éducation, de formation, d'employabilité, mais aussi de santé mentale, de santé voilà, de manière holistique, donc du bien-être, de la sécurité, de la paix et d'une diversité de sujets vraiment qui constituent quand même les défis et des enjeux auxquels les jeunes devraient justement Monsieur Gansou, je suis intrigué, hein, mais qu'est-ce qui a suscité cette demande de vos frères, de vos congénères à votre endroit? C'est vrai que j'ai pu voir qu'il y a le quotidien national qui avait consacré un article à votre personne au mois, en fait, il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce qui a plu aux jeunes? Pourquoi ils ont voulu vous écouter, vous? Oui. Alors, vous posez une très bonne question, mais je ne veux pas déballer mon parcours ici. Ça ne gênerait pas. Hein? alors, il faut dire que, je vais dire que les jeunes voient en moi quelqu'un qui véhicule quelque chose, qui a peut-être une aura, quelque chose de positif, quelque chose que je pourrais apporter en termes de développement au Bénin. Et je pense que je fais partie quand même des jeunes là qui ont un parcours très atypique, mais avec un grand potentiel qu'on pourrait utiliser. Je le dis avec beaucoup d'humilité, et puis je remercie d'abord le Bénin, parce que c'est le Bénin qui m'a fait d'abord. Donc c'est l'État béninois qui m'a accordé une bourse pour faire l'ENA. D'abord, j'ai commencé en administration des finances à l'ENA. Oui. Et quand j'ai fini major de promotion. Encore une fois, j'ai eu une autre bourse de l'université d'Abomey-Calavi pour faire mon master en gestion de projet, toujours à l'ENA. J'ai continué à l'ENA. Et par la suite, j'ai eu une bourse d'excellence du gouvernement français qui m'a emmené en France. J'ai étudié les sciences politiques, gouvernance des projets de développement durable. J'ai fait un autre master. Et puis un dernier master en adaptation au changement climatique à Paris-Saclay, toujours. Et voilà. Mais je pense que ce qui intéressait le plus les jeunes, c'est que je vienne leur parler de mon parcours, parce qu'ils estiment que c'est inspirant. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a des jeunes qui font de belles choses, des choses encore plus magnifiques, que ce soit sur le parcours académique, que ce soit sur le... Oui, moi je pense, enfin, je le dis et je le répète en toute humilité, je pense que je ne suis pas la crème des crèmes. Mais je pense que sur le parcours académique, ils voudraient apprendre. Et puis ils se demandaient aussi sur le plan professionnel, justement, comment est-ce qu'il fait pour qu'à 27 ans, il ait autant de background au niveau professionnel, parce qu'ayant travaillé, que ce soit dans la société civile ici, en association, en organisme, ayant été chargé de projets de grandes organisations, ayant travaillé à l'UNICEF en tant que consultant sur la résilience climatique, et puis pas mal de choses. Et puis, ils étaient aussi intéressés justement par quelques actions que je mène
notamment sur le plan social, notamment la dotation de kits scolaires pour les émigrants. Je pense, mais Monsieur Gansou, moi je voudrais comprendre que Zongo, ce n'est pas le quartier le plus indiqué à Cotonou pour réussir dans la vie. Je crois que pour beaucoup de gens, voir les enfants à Zongo, c'est prendre des risques parce qu'on estime que Zongo, c'est un quartier un peu... Bon, je ne vais pas sortir de gros mots sur le plateau, mais vous, comment est-ce que Zongo, vous avez grandi à Zongo, comment ça se fait? Alors c'est bien parce que c'est une opportunité aussi de dire que pendant longtemps, on a vu Zongo comme ça. C'était le quartier le plus sale de Cotonou, à un moment donné. Ça, il faut le dire. Je le dis et puis je l'assume. À un moment donné, c'était le quartier où il y avait un ghetto dans lequel il y avait tout type d'armes qui circulaient. Là, je pense, je vais 15 ans en arrière, en tout cas au moins 15 ans en arrière. Et il y avait tout type de choses qui pouvaient vous arriver à Zongo. Moi, je me souviens, on ne pouvait pas prendre des émigrants. À la limite, à un moment donné, les émigrants, enfin, si je peux le dire ainsi, les conducteurs de taxi-moto, merci pour l'expression, ils étaient à un moment donné tellement apeurés qu'ils ne voulaient plus venir dans notre zone. Et donc, c'était insalubrité, insécurité, un certain nombre d'autres mots, justement, qui gangrénaient ce quartier-là. Et dans cet environnement, c'est vraiment difficile pour les jeunes, pour un adolescent de grandir, d'émerger et, comme vous le dites, peut-être de sortir la tête de l'eau. Mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, très regardants sur la question de l'éducation, qui m'ont mis dans de très bonnes écoles. Donc, je remercie d'abord mes parents, c'est l'occasion. Et puis, par la suite, parce qu'ayant cultivé tout le temps l'excellence autour de moi, j'ai pu justement avoir des bourses d'excellence, des financements pour mener à bien un certain nombre de projets. Et puis, j'en suis là où je suis. Alors, Monsieur Credo, la rencontre des jeunes de Cotonou, est-ce une rencontre exclusivement pour ceux de Cotonou ou il y a aussi les jeunes de Porto-Novo, d'Abomey-Calavi, de Sémé-Poudi et environ? Alors, pour ce qui s'est passé dimanche dernier, c'était massivement les jeunes de Cotonou, mais j'ai bien compris dans la salle qu'il y avait des jeunes qui venaient, il y en a qui sont venus de Kétou, il y en a d'autres qui sont venus de Porto-Novo. Je pense qu'ils ont pris la parole, ils se sont exprimés, ils ont dit que le plus important pour eux, c'était de me rencontrer. Pour les uns, c'était de me rencontrer. Pour les autres, c'était de venir écouter justement ce que j'avais à dire. Il y avait d'autres, pour eux, c'était une star qui venait. Et puis, alors, je n'exagère pas juste, j'ai plein de bons mots qui me sont accordés, qui me sont envoyés par les jeunes sur les médias sociaux, etc. Mais je pense que l'idée, c'était de faire quelque chose pour Cotonou. Parce que j'ai grandi à Cotonou, j'ai vu les réalités de Cotonou, je connais Cotonou. Et je sais que Cotonou, c'est la ville économique, c'est ce que les gens savent. Ce que les gens savent de Cotonou, c'est que tout est beau. Et quand on pense parfois que tout est beau, justement à Cotonou, parce qu'aujourd'hui, justement, tout est beau actuellement à Cotonou. En termes d'infrastructure, oui. Mais est-ce que c'est comme cela que les jeunes le ressentent? C'est ça la grande question. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Et justement, c'est ce que j'étais venu questionner. Et donc, c'était une remise en cause, une réflexivité, donc un recul, une remise en cause, donc une réflexion, une réflexivité. Donc, comme je le dis, c'est s'extirper de la chose et voir la chose de l'extérieur et dire, voilà, on a de belles voies, on a des choses visibles qu'on peut voir, mais est-ce que dans le ressenti des jeunes, est-ce que au niveau du bien-être personnel, la santé mentale, etc., on a au niveau de l'éducation, de la formation, de l'employabilité, est-ce que c'est réellement comme ça vraiment à Cotonou? Donc l'idée, c'était de laisser l'espace pour les jeunes, pour qu'ils l'envahissent, pour qu'ils parlent, et c'est justement pour ça que j'ai tenu à ce que le comité en charge de l'organisation puisse demander au maximum de médias de venir pour relayer, parce que c'est aussi l'occasion de faire des plaidoyers. Ok, Monsieur Gansou, votre patronyme, Gansou, je crois que ça doit venir d'Abomey. Vous avez fait un beau projet pour votre ville natale, Cotonou, mais est-ce que vous entrevoyez la même chose pour votre ville d'origine? Alors, je pense que premièrement, je le dis à qui veut l'entendre, moi, j'ai toujours été guidé par le fait que je veux diriger le Bénin. Waouh! Alors, c'est peut-être une déclaration que je fais, peut-être la première fois que vous l'entendez, mais moi, j'ai toujours dit
Vous aspirez à à mes la parents. magistrature. Et je le dis avec beaucoup de conviction, de fermeté, de clarté. Je vais être président de la République. Et je pense que je le dis depuis que j'étais adolescent. Et de plus en plus en faisant des pas dans de grandes instances, dans de grands endroits. Si je dis de grands endroits et je pèse les mots, je me rends compte de plus en plus que je rencontre des personnes qui pensent que ce jeune homme a quelque chose qui peut faire chavirer positivement, en tout cas, certains regroupements. Et puis, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, moi j'ai toujours pensé que les jeunes peuvent faire beaucoup pour notre pays. Et donc, revenons à ce que vous disiez. Alors, il faut commencer quelque part d'abord. Oui. Donc, il faut commencer. Donc, on a commencé Cotonou. Et comme vous le disiez, il y aura un peu partout. Là, moi, j'ai prévu de faire une tournée. Pas tout de suite, mais après les élections, voilà, après la vague des élections générales et les élections présidentielles, de faire une tournée et d'organiser exactement, pas sous le même format, un truc beaucoup plus à bâton rompu avec les jeunes et de discuter un peu partout, d'aller au fin fond des quartiers de villes, des villages, rencontrer les jeunes. Alors, j'ai eu la chance de faire un très beau parcours, en tout cas au niveau du Parlement des jeunes du Bénin, pendant la deuxième mandature. Oui. J'ai été j'ai été premier questeur. C'était la deuxième mandature du Parlement des jeunes. J'ai été premier questeur en charge des financements et puis, enfin, de la mobilisation des financements et puis aussi de toute la partie financière et comptabilité du Parlement des jeunes. J'ai mobilisé avec le concours des deux autres des vice-présidents et puis du président beaucoup de financements. Je pense qu'on est la mandature qui a mobilisé assez d'argent. Et j'ai parcouru sur, je pense, les 117 communes de notre cher et beau pays, le Bénin. Je pense que j'ai parcouru, je suis à moins de 50, avec les missions, déjà moins de 50, un peu moins de 50, je veux dire, communes que j'ai parcourues. Et puis j'ai vu les jeunes, j'ai discuté avec les jeunes, j'ai échangé. Et puis je sais quels sont les défis qui sont les nôtres, quels sont les enjeux. Et je pense qu'on on n'a pas forcément super bien évolué. On a évolué quand même, hein, ça il faut le dire, mais on n'a pas super bien évolué comme d'autres pays que j'ai en image, par exemple. Monsieur Gansou, oui. Vous avez beaucoup d'ambition. Vous voulez parcourir le pays, mais rien qu'à voir les rencontres de Cotonou, on se pose une question. Qui finance ça? Alors ça, c'est une grande question. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression aussi que c'est un piège, mais bon, je le dis en souriant. mais très réellement, je pense que ce sont avec mes maigres sous que je fais les choses que je peux faire. Ouais. Avec la technicité et la stratégie, avec de manière opérationnelle tous les jeunes. Je veux dire, les visuels qui sont passés, c'est pas moi qui... Je n'ai pas fait de visuel, je ne sais pas faire de visuel, ça il faut le dire, je n'ai pas toutes les compétences. Et puis c'est des jeunes que je mets autour de moi, à qui je demande justement, donc tout le monde met la main à la pâte. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, sur la question de financement, il n'y a personne derrière moi, absolument personne. Les parents? Par contre, même les parents. Alors je travaille et puis je gagne ma vie. Alors, je gagne ma vie, il faut dire peut-être que je gagne ma vie dans un environnement qui n'est pas forcément celui du Bénin, où un jeune à 27 ans, un peu comme moi, gagnerait sa vie. Donc, je pense qu'avec mon côté un peu altruiste, mon côté aussi, il faut le dire, parce que je fais beaucoup d'œuvres sociales. Je pense que vous pouvez le voir sur mes différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Et pour avoir occupé certains postes quand même, je ne dirais pas de grande responsabilité, mais pour avoir fait un certain nombre de missions au sein des organismes des Nations Unies ou d'autres organisations internationales, je pense que voilà, tout le monde n'a pas la chance d'y être. Mais ce sont des atouts que j'ai utilisés, que j'utilise. Donc financièrement parlant, dire que je fais tout moi seul, c'est un peu peut-être trop dire, mais je veux dire que la majorité de ce que vous voyez, en tout cas, ça vient de moi, ça vient de... Et après, je fédère justement un certain nombre de forces venant des jeunes, donc de la stratégie, de la technicité, donc de tous les jeunes justement pour arriver à ces activités et ces actions justement que je mets en place. Alors, Monsieur Credo, on vous a suivi, compris également. Quels sont vos réels objectifs pour la jeunesse béninoise? Ce que moi je veux, c'est le développement. Et tout simplement, la réponse à ça, c'est le développement
il faut être précis. Moi, j'étudie l'économie aujourd'hui. Je fais de l'économie de développement. J'enseigne d'ailleurs l'économie de développement, l'économie du bien-être, enfin tout type d'économie, mais microéconomie surtout. Aujourd'hui, ce qui se classe première grande université de France depuis 4 ans maintenant, de manière consécutive. Et puis, je suis très très heureux d'être sur ce plateau pour le dire, parce que il y a une grande différence entre ce qu'on pourrait appeler richesse c'est-à-dire développement et développement humain, développement indice humain. Il y a vous pouvez accumuler des richesses dans un pays. Oui. Autre chose, c'est de pouvoir bien répartir ces richesses-là. Donc la répartition des richesses, qu'elle soit faite de manière équitable, ça c'est tout autre chose. Donc moi je pense, quand vous parlez d'objectifs, que je vous répondrai développement. Moi, ce que je veux, c'est développement. Développement à la base. Développement pour que l'individu qui soit au village, qu'il soit dans nos quartiers de ville ou au fin fond, qu'il ressente vraiment qu'il y a une amélioration de ses conditions de vie. Et donc, je pense que toutes les actions que je mets en œuvre ou que je mets en place, c'est pour cela. Et je pense qu'on ne peut pas parler développement sans savoir besoin des gens, sans savoir quels sont les défis, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et par exemple, dimanche passé, c'était un espace dans lequel les jeunes pouvaient dire justement qu'ils ont besoin de ci, qu'ils ont besoin de ça. Et que c'était très important pour eux justement de le dire et de s'exprimer que tout n'est pas forcément rose et joli. Monsieur Credo Gansou, vous avez parlé brièvement de votre cursus scolaire et déjà à votre rencontre avec les jeunes. Il a souvent été question de l'éducation. Et on peut remarquer que depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, tout le monde indexe notre système éducatif parce que les gens trouvent qu'il n'est pas bon. Vous en êtes un produit et quand on vous voit, on s'informe sur votre cursus, on se rend compte que un produit de ce système qui n'est pas à jeter, qui donne plutôt envie. Mais globalement, le système éducatif béninois, ça vous inspire quelle réflexion? Alors, le système éducatif, je vais peut-être commencer par dire de manière holistique que tout est à reprendre. Je pense que c'est pas choisir les bons mots. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, ça c'est clair. Un exemple? Mais vous avez vu les pourcentages aujourd'hui du baccalauréat. Ouais. Ils sont parlants. Mais depuis, je ne dirais pas 10 ans, mais même 20 ans, combien d'amphithéâtres ont été vraiment créés, ont été construits? C'est de réelles questions qu'il faut se poser. Vous avez vu un fort pourcentage. Comment on fait en sorte justement que tous ceux-là soient vraiment bien orientés? Je prends juste le baccalauréat. Après, je peux aller encore plus en profondeur, mais juste le baccalauréat. Quand vous me parlez d'exemples, c'est ce que je vous dis. Vous avez un fort taux aujourd'hui, mais tous ceux-là vont où? C'est ça la grande question. Et puis, le dimanche passé, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai rencontré un maximum de jeunes. La plupart, ils veulent quitter le pays. Et c'est aussi une des questions qui revient le plus souvent. Comment vous avez fait pour quitter le pays? Comment vous avez fait pour quitter le pays? Nous aussi, on veut quitter le pays. Et je pense que c'est matière à réflexion quand même. Donc, il y a des choses qui sont faites, ça, il faut le dire. Il faut féliciter et encourager, mais il y a des choses qu'il faut revoir correctement. Normalement, au niveau de l'orientation. La détection de talents, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. Je ne sais pas si les gens m'écoutent. Il faut détecter les talents bien plus tôt. Il faut mieux orienter. Il faut former justement ceux qui forment. Moi, j'ai fait les cours à l'université d'Abomey-Calavi. Je demande, les formats n'ont pas encore changé jusqu'à présent. Je me renseigne chez mes jeunes frères que je rencontre tout le temps, que ce soit sur les médias sociaux ou en physique. Et il y a plus de jeunes, justement, il y a une forte fuite des talents. Ça, il faut le dire, de nos talents. Donc ça, ce sont des réalités quand même qu'il ne faut pas occulter. La question des amphithéâtres, je le disais tantôt, que vous ayez aujourd'hui dans nos différentes facultés, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin de construire. Mais combien d'amphithéâtres ont été mis en place? C'est ça qu'il faut. Et dans le même temps, on a un fort taux. Ça, c'est un exemple. Mais je ne veux pas dire que les choses, tout va mal. Donc, je continue de dire qu'il y a des efforts, mais il faut en faire plus.
Oui, c'est vrai, vous avez parlé de l'adéquation entre les cadres de l'enseignement et l'effectif des étudiants, des potentiels étudiants. C'est vrai, il y a plus de 20 ans. Il a fallu se réveiller à 5 heures pour pouvoir avoir une place dans un amphithéâtre, plus de 20 ans. Je ne sais pas combien a été construit après. C'est pour dire que le problème, il est là, il est évident. Et je pense que le gouvernement béninois a quand même pris conscience de ce problème et a commencé à jouer un peu plus l'orientation en favorisant un peu plus l'enseignement technique et professionnel, parce qu'il y a plein de lycées techniques aux normes qui seront ouverts déjà à la rentrée prochaine. Mais je voudrais poser une question. Les gens qui seront formés, à votre avis, est-ce qu'ils seront formés pour le développement? Parce que vous, c'est le développement du Bénin qui vous intéresse. Ils seront formés pour le développement ou bien pour servir toujours l'économie, notre économie qui est tournée vers l'extérieur? Parce que depuis la colonisation, les cadres ont toujours été formés pour servir l'économie d'autres nations. C'est comme si on était toujours des colons au service des autres. Mais aujourd'hui, est-ce que le format aujourd'hui, c'est pour notre développement ou bien pour continuer notre sous-développement? Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur cette question, ça il faut le dire. Mais ce que je voudrais marteler, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, ça il faut le reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et ça, il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le panafricanisme. Ça, c'est une réalité. Oui. Et le panafricanisme aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand vous regardez un peu l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez voir un peu le schéma Burkina Faso, Niger, etc. Et puis, il y a le panafricanisme, ça, il faut le dire, sous sa forme sauvage. Je pense que j'en parlais aussi dimanche passé. Et je pense qu'il faut faire très, très attention. C'est vrai, on parle de colonisation encore, mais il y a des choses historiques. Je suis d'accord qu'il ne faut pas occulter. Par contre, il faut savoir là où on va. Je pense que c'est une question d'objectif clair qu'il faut avoir, une question de direction, une question aussi de politique publique pour savoir quelles sont nos priorités. Alors, les personnes qui sont formées, alors je ne veux pas dire, j'ai prétention aucune, que sous le format actuel, les personnes qui vont sortir de nos lycées techniques et professionnels, la grande question, c'est de savoir est-ce que tout le monde aujourd'hui trouve du travail pour ceux qui sont sortis ou ceux qui vont sortir aussi. Et je pense qu'il faut faire de l'orientation quelque chose de sérieux. Parce que moi, je pense que l'orientation, on ne l'a pas pris encore à bras-le-corps. Et pour preuve, c'est la question de talent dont je parlais. La détection de talent. Il y a des pays qui s'investissent fortement aujourd'hui dans la détection de talent. Par contre, nous, pas encore. Et quand je parlais d'orientation, justement, je disais, je pense encore avant-hier avec quelques jeunes, qu'il y a des filières clairement qu'il faut fermer. Moi, je pense quand même sur 5 ans ou 10 ans. Moi, j'ai fait l'ENA. Et même à l'ENA, il y a c'est bien beau de faire l'ENA pour le prestige et pour un certain nombre, mais moi, j'ai des énarques un peu partout au Congo que je rencontre, etc., dans mes missions ou pendant mes voyages. Il y a le format, faites un concours pour aller à l'ENA et par la suite, vous serez employé dans l'administration. Il y a ça. Et puis, il y a celui que le Bénin a adopté aujourd'hui. On vous donne des bourses dès le départ ou à titre payant, vous êtes inscrit. Mais ceux qui font aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà épuisé, par exemple, tous les diplomates? Et on forme encore, diplomatie. On forme en ressources humaines. On forme, il y a quand même, je pense qu'il y a plein de filières qu'il faut fermer au moins sur 50-10 ans aujourd'hui. Et il faut se dire, c'est quoi la politique en termes d'employabilité? Dans le même temps, on a quand même l'intelligence artificielle, la robotique, un certain nombre de domaines dans lesquels on pourrait réinvestir le capital humain. Et se dire, c'est pourquoi je disais tantôt qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un système dans lequel tous les jeunes qui sortent de nos formations, en tout cas la majorité, trouvent du boulot. Parce que nous aurions orienté dès le départ nos formations dans des domaines d'avenir. Trouver du boulot ou s'auto-employer parce que... Alors, la question de l'entrepreneuriat, ça c'est toute autre chose au regard de notre contexte. Alors, en France, où moi je suis depuis un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes jeune, on peut vous mettre de l'argent à disposition au regard d'un certain nombre de conditions, pas trop exigeantes, pour que vous entrepreniez. Il y a ce qu'on appelle la deep tech, etc. Et tout. Je pense que
nous, on n'a pas forcément super bien décollé. Et ce n'est pas que le Bénin, hein. C'est un constat général en Afrique de l'Ouest sur la question de l'entrepreneuriat. Et ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Faire de la facilité, l'accessibilité, je veux dire, au financement, une réalité. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels on devrait revenir le plus souvent pour écouter le plus d'entrepreneurs sur les réalités qu'ils vivent, sur les difficultés qu'ils vivent. Alors, Monsieur Credo, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'approche des élections générales de 2026. Oui. Je ne vais quand même pas vous demander si vous êtes politique. Déjà, pourquoi avoir initié une telle action et est-ce pour se positionner sur l'échiquier politique? Alors, je pense que pour me positionner correctement et clairement sur l'échiquier politique, j'ai bien d'autres actions à faire que de réunir la jeunesse de Cotonou. Par contre, moi, je vais vous répondre à une question que vous avez voulu poser de manière subtile. Êtes-vous politique? Je suis politique, je vous le dis très clairement. Alors, comment comparez-vous alors 2026? Alors, on va y en arriver. on va. Alors, je suis politique, je fais partie d'un parti politique dont je suis membre fondateur d'abord. J'ai été trésorier général, enfin, c'est vrai, on n'a pas trop entendu forcément parler de ça de moi, dans lequel je milite. C'est la nouvelle force nationale et je pense qu'on va aller fortement aux élections générales de 2026. On va y participer, en tout cas significativement. Ça, je peux vous rassurer de ça parce que c'est en forte préparation. Mais ce que je veux dire, c'est que réunir la jeunesse, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Alors, trouver un cadre pour le faire, c'est tout autre. Le faire dans ce contexte, c'est tout autre. Je pense que on nous aurait peut-être arrêté dans d'autres contextes, beaucoup plus tôt. Mais aujourd'hui, on s'approche des échéances et puis la voie. Il faut aussi, quand on... C'est de la stratégie? Moi, je pense que... Enfin... C'est de la stratégie. Vous pouvez le prendre comme ça. Hein? Mais, non, c'est à vous de nous dire si c'est de la stratégie. Non, justement, c'est pour dire que... on va arriver finalement à la question, vous êtes opposant ou vous êtes mouvancier, et ce genre de choses. Et puis ce sont des termes, j'avoue que je n'aime pas du tout, parce que pour moi, je parle développement, que vous soyez opposant ou de la mouvance, cela n'est pas trop important pour moi. C'est qu'est-ce que vous faites pour les jeunes. Parce que même au sein de mon parti politique, j'ai un combat que je mène actuellement. Et le président de mon parti politique, on va se rencontrer dans quelques heures pour en discuter encore. Non, mais avant votre rencontre avec le président de votre parti, vous avez vu, hein, le chef de l'État, il a reçu la jeunesse béninoise il y a quelques jours. Est-ce que cela n'entrevoit pas déjà qu'il répond à quelques-unes de vos préoccupations qui vous tiennent à cœur? Sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre d'abord? Alors, moi, je pense que c'est bien. C'est la première des choses qu'il faut dire. Il faut féliciter, encourager déjà cette rencontre. Après, la question de savoir, comme vous l'avez posé tout à l'heure, de savoir à quel moment vous faites cette rencontre, pour qu'elle soit bénéfique pour les jeunes ou pour vous? Ce sont de réelles questions qu'il faut se poser. À quel moment le chef de l'État décide de faire ce genre de rencontre? Le chef de l'État et la jeunesse béninoise. Moi, ce que je veux dire, mon avis, je ne veux pas dire sur le contenu, parce que sur la matière, il faut en discuter, il faut dire qu'il y a plein de choses à dire, mais sur le format à bâton rompu, ça j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et qu'il faut faire, mais pas forcément en fin de mandat. Et donc, moi, je pense que et c'est aussi une demande, en même temps, un plaidoyer pour le prochain chef de l'État de faire ce genre de rencontre bien plus souvent, peut-être mensuellement ou trimestriellement. Parce qu'il faut rencontrer la jeunesse, ceux qui votent massivement. Si vous avez regardé les statistiques, ce sont les jeunes. Vous n'êtes pas en dessous de 30 ans, enfin 25, 26, 30 ans, c'est majoritairement ceux qui votent. De 18 à 26 ans, je ne sais pas si vous voyez les statistiques, mais ça parle fort. Et mon combat aujourd'hui, c'est que sur toutes les listes électorales, notamment la nôtre, parce que comme je vous le disais, on va participer significativement et activement aux élections générales de 2026, c'est que mon combat, c'est qu'il y ait massivement de jeunes sur nos listes. Non, mais nous avons même eu cette impression. À votre rencontre, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient, bon, je vais être positionné au moins dans mon quartier. Oui. Est-ce que votre rencontre ne serait pas, en griffe, excusez le terme, un ramassis de ces jeunes qui croient qu'ils pouvaient être sur des listes, mais qui sentent que, bon... Ils ont été rejetés. Voilà. C'est bien possible. Mais moi, je n'ai pas fait d'identification au niveau des listes des différents partis politiques qui ont participé aux dernières élections pour savoir qui a été rejeté ou qui n'a pas été rejeté. Mais ce qui est clair, c'est ceci. La jeunesse, c'est celle
qui fait le développement. C'est celle qui, justement, participe activement à ce qu'on appelle aujourd'hui dispositif électoral. Et aujourd'hui, mon combat est clair. Il faut qu'il y ait les jeunes sur les listes électorales. Et nous sommes très ouverts. Que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, votre place est chez nous. Parce que pour nous, dans notre parti, justement, parce qu'on estime que la question, les guerres, opposition, mouvance, de manière traditionnelle, qu'est-ce que vous pouvez voir? Les opposants, ceux de la mouvance d'hier deviennent des opposants de manière circonstancielle. Et puis, c'est la même rotation tout le temps. C'est un cycle infernal. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut le dire avec beaucoup de clarté. Ce n'est pas des choses à cacher. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes, nos aînés, que je respecte et que je salue au passage. Je ne veux pas dire qu'ils nous ont trahis, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas laisser leur place. Mais vous avez fait ce que vous avez pu faire. Nous sommes restés à vos côtés, nous avons appris. C'est le moment pour nous de prendre les choses en main. Donc je suis très clair sur ça. Ce n'est pas forcément un ramassis de ceux qui sont frustrés, mais la réalité, c'est que nous, on est très, très ouverts à accueillir. Et puis, vous avez pu certainement le voir. Il y a beaucoup de mouvements politiques, et d'ailleurs même de la mouvance, qui nous ont rejoints et qui vont aller aux élections sur la liste de la nouvelle force nationale. Monsieur Credo Gansou, vous êtes aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sur l'environnement par vos formations, mais à la base, vous étiez, je vais dire, économiste. Et comment vous faites le lien? Ça, c'est pour aider un peu vos amis les jeunes qui ont des problèmes d'orientation, parce qu'il faut le dire, votre parcours, vous êtes dans plein de choses à la fois. Et comment ça se fait? Comment vous avez... Et vous parlez d'expertise en plus. Comment est-ce que ça se fait? Alors, je pense que c'est dans la difficulté de chercher sa voie, on est parfois emmené à prendre plusieurs bifurcations. Et moi, j'ai eu le plaisir de faire beaucoup de choses. Pas parce que je me perdais, mais parce que je trouvais que... Et je pense que j'ai beaucoup parlé de la question de la formation dimanche passé, pendant la rencontre avec les jeunes. Et moi, je pense que être chef de l'État ou vouloir être chef de l'État pour quelqu'un qui le veut comme moi, je veux avoir tout le background, que ce soit académique ou professionnel, possible. Je veux avoir fait le secteur privé, ce que j'ai fait déjà, le secteur privé, le secteur public, pardon. Le partenariat public-privé, j'ai expérimenté pas mal de choses déjà. Et j'estime justement que il y a un lien en toutes les formations. Alors, je disais tantôt que j'ai tout fait, sauf la médecine et le droit, en quelque sorte. Pour dire que j'ai quand même un certain background, notamment académique. Comment on fait le lien entre économie et développement, économie et la question de l'environnement? Aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle l'économie dans l'environnement, quelque peu. Et ça, il faut le dire. C'est comment est-ce que on arrive, parce qu'on ne peut pas détacher complètement le social. Si vous voyez la question des changements climatiques, par exemple, sur laquelle je travaille beaucoup, j'accompagne les villes en France sur comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter en prenant en compte, par exemple, la vulnérabilité dont sont victimes les enfants en situation de pauvreté, et leurs familles d'ailleurs. On ne peut pas totalement dissocier la question sociale des questions environnementales parce que ça a été démontré. Il y a plusieurs papiers qui le démontrent. Le GIEC le démontre souvent. Ce sont les plus pauvres qui sont victimes des inégalités engendrées et aggravées d'ailleurs par les changements climatiques. Ce sont donc ces familles et ces populations les plus délaissées qui font face aux extrêmes climatiques, les inondations, les sécheresses. Moi, dans ma consultance pour des organismes internationaux, j'ai fait des travaux dans le nord du Bénin. Et j'ai rencontré des familles où les parents ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école tout simplement parce qu'il y a eu forte sécheresse. Ils n'ont pas pu, les rendements n'ont pas donné, etc. Et puis, justement, ils étaient à bout. Ils n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Et ça, ce sont des réalités. Mais le gouvernement béninois a quand même trouvé des palliatifs à ce genre de situation depuis quelques temps. De palliatifs à quoi? La question de l'éducation ou la question... Parce que là, le fait que les enfants n'y aillent pas parce que les parents n'ont pas les moyens. Il y a les cantines scolaires et puis on allège les tâches des frais de scolarité et tout. Il y a beaucoup de conditions qui sont quand même faites aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui est fait. Ça je ne cesse de le dire. Il y a quelque chose qui est fait, mais pas assez fait. On n'a pas encore assez fait parce qu'il y a encore des familles qui vivent l'extrême pauvreté au Bénin. Je ne sais pas si vous... Il y a des projets pour ça, projets Arche et autres qui identifient
les pauvres extrêmes et qui leur apportent des soutiens. Oui, on est... Alors moi, je ne suis pas ici, mon rôle n'est pas de critiquer les actions du gouvernement. Hein. Ça, il faut que je clarifie très rapidement. Mais moi, je pense que je parle surtout de développement humain, de développement de l'humain. Comment on met l'humain au centre du développement qu'on veut. Donc, comment on aborde de manière vraiment systémique et de manière holistique les questions notamment liées à l'emploi, à l'éducation, la santé, parce que tout est entrelié. Et je disais tantôt que la santé, vous ne pouvez pas... Le plus grand facteur de la richesse d'un pays, c'est la force de travail. Et vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous pouvez pas déployer votre force de travail si vous êtes sur un lit d'hôpital, ou si votre santé mentale, ça ne va pas, ou si la question du bien-être n'est pas adressée correctement. Et donc, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de familles qui vivent sous un seuil extraordinaire de pauvreté et qu'il faut vraiment prendre en compte. Monsieur Gansou, le temps est parti à cette émission, hein, nous l'avons épuisé, mais je vais me permettre quand même encore une question avant de conclure cette émission. Vous étudiez l'adaptation des villes au changement climatique, surtout en mettant l'accent sur la vulnérabilité des enfants. Vous le faites dans un contexte. Vous aspirez à diriger le Bénin un jour. Est-ce que le fait de ne pas adapter votre étude à votre contexte où vous êtes peut-être appelé, vous aspirez à la pratiquer, est-ce que ce n'est pas un problème? Parce qu'on a des gens, ils prennent des bourses, hein, ils ont de gros diplômes, mais ils viennent, ça ne change rien. Alors, je vais vous parler de deux petites choses, peut-être très très rapidement, parce que j'ai compris qu'on est à la fin presque de l'émission. La première des choses, c'est la question du retour des talents dont que vous avez évoqué. Il n'y a pas beaucoup qui vont et qui reviennent, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas beaucoup qui partent et qui reviennent. Oui. Parce que les salaires sont intéressants, les avantages sont vraiment colossaux ailleurs qu'au Bénin. Et il y a l'autre chose, c'est que il y a ce que j'appelle le transfert de compétences, le transfert d'expertise qui peut se faire de plusieurs manières. Moi, aujourd'hui, les premières années où moi je suis parti, je revenais 4 fois au moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je vais dire l'année passée seulement, ça a diminué beaucoup au regard de certaines contraintes plutôt personnelles et familiales. Mais aujourd'hui, de plus en plus, parce que vous aurez pu le remarquer, je mène beaucoup d'actions au Bénin. Et l'idée, c'est de voir les choses qui sont belles et bonnes ailleurs et de les adapter au contexte. Donc, je le fais d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, je ne dirais pas que je le fais de manière super bien, mais j'essaie de fédérer un certain nombre de jeunes et de m'assurer justement que des aptitudes, des capacités, des compétences sont transmises justement à nos jeunes d'ici qui peuvent m'aider justement à dupliquer certains modèles que j'ai vus ailleurs. C'est la réponse que je pourrais vous donner. Merci à vous, Monsieur Credo Gansou. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On en fait le tour. Hein, et je peux retenir que vous êtes un jeune Béninois engagé pour le développement. Vous avez fait un cursus spécial, pour ne pas dire atypique, mais qui vous a permis quand même d'atterrir aujourd'hui dans des institutions internationales et même d'être sur l'une des universités les plus prestigieuses de la France actuellement, Paris-Saclay, où vous faites actuellement un doctorat en rapport avec le climat et l'adaptation, les changements climatiques. Mais vous êtes beaucoup intéressé par le Bénin et votre combat, c'est donner les moyens à chaque jeune Béninois de prouver qu'il peut contribuer au développement et que la formation au Bénin soit adaptée à l'employabilité de sorte à ce que la plupart des jeunes diplômés puissent être utiles au pays. Vous menez ce combat avec des amis, des gens avec qui vous avez grandi au quartier Zongo et d'autres personnes que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours, que ce soit à l'ENA, ou parce que les noms ont changé, que ce soit à l'ENA, que ce soit à l'UNICEF, que ce soit au Parlement des jeunes et autres. Vous avez gardé de bons contacts avec ces jeunes que vous avez connus en parcourant une bonne partie de ce pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire un retour pour insuffler à toute cette jeunesse ce que vous avez pu acquis pour qu'ils puissent vraiment être compétitifs et compétents. Et vous aspirez à ce que les jeunes puissent prendre leur place dans
la citoyenneté, dans les décisions dans notre pays, qui puissent être candidats sur les listes et qu'ils puissent venir vendre leur talent et s'exprimer eux-mêmes. Et vous avez salué l'initiative du chef de l'État qui a échangé avec la jeunesse et vous estimez qu'il faudrait le faire beaucoup plus souvent, que ce soit lui ou son successeur, que ça nous apporterait beaucoup de bonnes choses. Et vous avez dit, vous avez affirmé de telle bonne manière que vous aspirez à la magistrature suprême ici au Bénin. Et c'est en ces termes que je résume vos propos de ce matin. Merci. Merci à vous. Je pense que vous avez été fidèle. Merci infiniment et merci à Nassine Fatoumbi qui m'a aidé à vous recevoir ce matin. Merci à Chabel Kadefort qui a fait un travail formidable. Merci à Ulrich Amégampoué. Merci à M. Roumao. Merci à Mohamed et tous les autres qui ont été là et ils n'ont pas été vus. Mais c'est grâce à eux que nos amis internautes peuvent nous suivre actuellement. Je vous dis infiniment merci. Et le plus grand merci, c'est pour vous qui avez consacré votre énergie, votre temps pour suivre cette émission. Je vous dis merci infiniment. Vous êtes bénis. Restons connectés pour le développement de notre pays. À bientôt.